Je dois dire que j'ai vachement réfléchi concernant ce Retro Strange, à savoir le numéro 7. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire avec ce chiffre 7? Les 7 merveilles du monde, les 7 de Salem, j'aurais pu mais sortir un album les concernant, un album des 4 fantastiques. Eh ben non, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ça allait partir, lancer du parpaing dans la face et de l'entoilage à tire-larigot. Aujourd'hui, dans Retro Strange numéro 7, on va parler d'un crossover, même de 2 crossovers mythiques, les 2 premiers crossovers entre l'éditeur DC Comics et Marvel Comics, à savoir Superman contre Spider-Man, le combat du siècle et Superman et Spider-Man. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Planète Strange. J'espère qu'on va s'amuser. Alors, en premier lieu, évidemment, je vais parler de ces deux crossovers. Je suis certain que certains d'entre vous vous posez la question, mais Planète, c'est pas canon ce genre de truc, c'est... À l'époque, ça ne l'était pas, mais voilà. Voilà. Un autre crossover qui est beaucoup plus récent, on a décidé autrement pour que ça le soit, que ça soit canon chez les 2 éditeurs, à savoir chez Marvel et chez DC Comics. Cette émission aujourd'hui est juste un marchepied pour un futur bulle d'air qui aura lieu à la fin de l'année concernant les crossovers, l'ensemble des crossovers mythiques entre DC Comics et Marvel Comics, le Big Two. S'affrontent, ça fait des étincelles. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà, ça c'est la première des choses. On fera, comme prévu pour Norman, un petit courrier des lecteurs, que j'ai choisi dans 2 titans. Et puis, je vous parlerai très rapidement de ma dernière lecture, puisque entre-temps, j'ai pu lire au moins des ouvrages que j'avais, et vous dire ce que j'en pense. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, je vous présenterai, je ferai un peu de pub pour un bouquin que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais qui, à mon avis, plaira aux gens qui ne connaissent pas, et s'ils le trouvent en brocante ou ailleurs, dites-vous que c'est une Madeleine de Proust exceptionnelle, mais ça, je vous le garde pour la fin. Un programme moins lourd que le dernier Retro Strange, mais quand même un beau programme. Dans cette période de la fin des années 70, à l'époque où nous, on a découvert ce crossover chez un éditeur, mais j'y viendrai plus tard, qui est très différent des éditions Lug, et qui est plus ancien que les éditions Lug. Les 2 héros, à savoir Spider-Man et Superman, on le vend en poupe. Pour moi, en 79, Superman se résume au film de Richard Donner, qui nous a marqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quand même un super film, quoi, avec Christopher Reeve, Margot Kidder, Jen Ackman, enfin, c'était Marlon Brando. J'ai failli oublier Marlon Brando quand même. Il y avait quand même un sacré casting, c'était un blockbuster incroyable. Richard Donner ne s'est pas moqué du produit.
On peut dire même que c'est le premier grand film de super-héros. Hein. Alors, je sais qu'il peut y avoir des précédents, mais là, pour le coup, ce film se présente comme la référence du genre. Malheureusement, il faudra attendre longtemps avant de revoir ce type de référence. J'ai été voir, alors le premier, je l'ai vu au cinéma, le deuxième, je l'ai vu aussi, et j'en garde un super souvenir. Même si j'ai su par la suite que au départ c'est Richard Donner qui s'y est collé, et puis finalement, eh ben, on l'a débarqué, on a mis quelqu'un d'autre. Il existe un directeur cut que je n'ai toujours pas vu, qu'il faut absolument que je trouve, c'est une horreur. Et puis voilà, et j'ai été voir le Superman 3, où là, on sent arriver à poindre un peu la formule du MCU, si je puis me permettre, où on transforme Superman, enfin ce film, en comédie, et là on voit déjà que c'est plus aussi bien, même si moi, enfant à l'époque, ça m'a plu. Je ne suis pas allé voir le quatrième, j'étais passé à autre chose, hein. Et donc, je l'ai découvert bien plus tard, et je dois dire que c'est quand même un joli navet. Il était temps que la franchise s'arrête à ce moment-là. Je n'ai pas vu non plus au cinéma le spin-off Supergirl, avec la magnifique musique de Jerry Goldsmith, mais je l'ai vu plus tard, et je dois dire que c'est pareil, c'est un loupé, c'est un vrai loupé aussi, hormis la musique de Jerry Goldsmith. Et puis, voilà, ça, c'est ce qui concerne Superman. Question comics book, j'en lisais pas ou peu. Très sincèrement, Superman, c'était pas du tout le héros que je lisais en bande dessinée. Je lisais surtout Spider-Man, évidemment, avec les Strange et les Special Strange et autres. J'ai quand même récupéré par la suite, beaucoup plus tard en brocante, plusieurs Superman de chez Sage Édition. Certains m'ont plu au niveau du dessin, notamment un que j'ai en tête là en mémoire, où c'est dessiné par Gil Kane, et c'est waouh, ça envoie. C'est Sage Édition, c'est très curieux puisque je vais en parler tout à l'heure, mais c'est un journal où vous avez des pages en couleur, des pages en noir et blanc, pour des raisons économiques à l'époque. Sur Spider-Man, nous, Spider-Man, il a été moins bien servi en cinéma, tout seul ma génération s'en souviennent. Ils avaient décidé de mettre la série télé de 14 épisodes de Spider-Man au cinéma et nous le présenter comme si c'était un film avec l'homme araignée, la riposte de l'homme araignée et Spider-Man contre le dragon qui arrivera plus tard. Enfin bref, qui va être une compile un peu de tous ces épisodes. Je n'ai pas vu l'homme araignée au cinéma à l'époque, mais j'ai vu la riposte de l'homme araignée et j'en garde un souvenir incroyable. Comme quoi les souvenirs, ce qu'il y avait dans le passé, c'était pas toujours bien. Soyons clairs, c'est un côté très nanardesque. Je pense qu'avec les images que vous voyez, vous voyez de quoi je veux parler. Le dessin animé, c'est surtout le dessin animé de 1967, donc qui nous a, moi que je découvre 10 ans après et qui peut paraître désuet par rapport à certains animés de la fin des années 70, début 80, mais qui nous a vraiment marqué, je pense pour beaucoup, notamment les premières saisons où on retrouve quand même quelques adaptations de certaines des aventures de Stan Lee et de Steve Ditko, notamment certaines rencontres, je pense au Scorpion par exemple, ou à Mysterio, ou voilà. Et puis par la suite, ils vont décider d'inventer des nouveaux méchants qui n'existent pas dans le comics book, et voilà. Donc très marqué par ce dessin animé, je pense que le dessin animé a eu un rôle important pour que j'aime Spider-Man, plus que ce qu'ils nous ont mis sur les écrans. Voilà en fait le point de départ, mon rapport avec ces deux héros. Pour en revenir à Superman, on va passer à Sage Édition. Mais c'est vrai qu'avant de parler de Sage Édition, je reviens à un truc. On a quand même évité le pire sur Spider-Man. C'est quand même, le Spider-Man japonais. Ça, alors là.
Marvel à l'époque était quand même pas bien barré, hein, en passant certains de ses droits à la télévision, en sachant que l'incroyable Hulk est finalement ce qui a été la réussite par rapport au reste, parce que le Docteur Strange, au secours, Captain America, help, et Spider-Man, voilà quoi, hein, pour parler des 3 premières ou 4 premières adaptations en live action, comme on dit, de ces héros Marvel. En revanche, il faut reconnaître que Superman, avec son son adaptation de Richard Donner, ils ont tapé très fort. Quand je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt DC qui est à la traîne au cinéma par rapport à Marvel, mais bon, c'est comme ça. Bah, Sage Édition, c'est un éditeur parisien. Les éditions Luxe sont lyonnaises. Sage Édition est une maison d'édition, une vieille maison d'édition française de bande dessinée ou de revues de bande dessinée de presse qui à l'origine s'appelait la Librairie Moderne et qui s'est appelée ensuite Sage, Société Anonyme Générale d'Édition, d'où le nom Sage Édition. Elle est née donc en 1939, elle a malheureusement disparu en 1987, et ça a été pendant très longtemps l'éditeur exclusif de Batman et de Superman. Sage Édition publiait Batman, Superman et la Légion des super-héros. Il y avait aussi du Superboy, ou en tout cas on va dire les séries spin-off autour de Batman et de Spider-Man. Harody Artima publiait un peu le reste, de mémoire. Hein, c'est vrai qu'Harody Artima, ils ont quand même publié ce qui restait, quoi, que ça soit chez Marvel ou chez DC. Mais il y a quand même des bons restes, hein, donc ils ont publié entre autres Flash. Flash c'est Harody Artima, Wonder Woman c'est Harody Artima et ainsi de suite. Ils ont aussi, Sage Édition, publié énormément de héros comme Rintintin, comme Le Fantôme du Bengale a été publié par Sage Édition. Vous avez quoi d'autre? Star Trek a été publié par Sage Édition. Tarzan a été publié par Sage Édition. Tarzan, cher à Norman. Voilà, ça fait quand même pas mal. Et puis Bugs Bunny, puis tous ses copains, évidemment, ont été publiés par Sage Édition. Donc à ma gauche, vous avez Sage Édition, une maison d'édition parisienne, allez le PSG, et à ma droite, vous avez les éditions Lug, les éditions lyonnaises, donc l'Olympique Lyonnais. Les éditions lyonnaises, je vais pas vous faire l'historique, mais vous savez à peu près ce que publiaient les éditions lyonnaises quand même, hein, du Tex Wheeler, du Zambla, hein, les héros Marvel, ça a été les premiers à éditer les héros Marvel par le biais du magazine Fantasque, puis par Strange et Marvel, par ces deux journaux, et puis ça s'est développé avec Titan, Speedé, Special Strange Origins, les albums des X-Men, les albums des 4 Fantastiques, les albums de l'Araignée, les albums Top BD, les récits complets Marvel. Et j'en oublie certainement d'autres. Voilà, donc... alors pourquoi je vous parle de ces deux maisons d'édition? Tout simplement parce que comme on va parler d'un ouvrage qui est juste derrière moi, là, que vous voyez, hein, qui est le combat du siècle, l'éditeur, c'est Sage Édition. Et non les éditions Lug. En revanche, l'album de l'Araignée que vous voyez ici à ma gauche, c'est un album des éditions Lug, c'est l'album numéro 14 ou 13, vous me le confirmerez dans les commentaires, j'ai oublié de me le noter, de l'homme araignée, donc voilà. Et on va parler de ces deux récits, et on va commencer tout de suite. Superman versus The Amazing Spider-Man, The Battle of the Century. Je sens que le French Geek, ça le fait rire. Sorti en avril 1976. Quoique j'ai trouvé une date qui me dit l'inverse, que c'est au mois de mars. Mais bon, admettons. C'est un comics book de 85 pages. Au scénario, nous avons Jerry Conway. Au dessin, Ross Andru, le dessinateur attitré de l'époque de Spider-Man et de Amazing Spider-Man.
encreur Dick Giordano. En guest, nous avons Neil Adams qui fera certains dessins de Superman, donc des retouches autour de Superman. Et John Romita Sr., le dessinateur attitré aussi, mais plus ancien, de Spider-Man, pour tout ce qui touche au visage des personnages. En France, comme je vous l'ai dit, ça a été édité chez Sage Édition, sous le titre de Superman contre Spider-Man, qui est sorti le deuxième trimestre 1976. C'est étonnant parce qu'on s'aperçoit quand même que le comics est sorti en 76 aux États-Unis et que l'édition française est arrivée la même année. Si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est plutôt rare d'avoir ça. Hein, sur cet ouvrage en plus, c'est un ouvrage grand format. Il est dans la version française, il existe sous pas deux formats, mais deux en hardcover. Excusez-moi hein, de mes termes, parce que je mange mes mots, mais en hardcover et en couverture souple. Moi, la version que j'ai, c'est une édition en hardcover. Je vais vous la présenter un peu plus, puisqu'elle est juste derrière. Vous allez voir qu'elle n'est pas en bon état. D'ailleurs, je fais un petit coucou à un certain Fabien qui se reconnaîtra, puisque c'est lui qui m'a donné cette bande dessinée. Et ça répond aussi à un message que j'ai eu assez étonnant sous ma dernière vidéo, qui me disait que mes bandes dessinées étaient bien conservées. Alors regardez, elles sont pas super bien conservées. En revanche, à l'intérieur, je dois dire que ça tient la route. C'est une édition quand même très ancienne et je peux vous dire que les pages tiennent, la reliure tient, c'est du costaud. Ça fait plaisir, quoi. Donc je remets ça hein, à sa place. Hein, on va pas non plus. C'est une œuvre d'art quand même. C'est une œuvre d'art. Hop, je le mets là, juste derrière pour pas le perdre de vue. Donc, il faut savoir que Marvel et DC Comics avaient déjà collaboré avant ce crossover, puisqu'ils avaient déjà fait l'adaptation du Magicien d'Oz en comics book. Alors les raisons historiques, je les connais pas très bien pourquoi ils ont collaboré. On n'avait jamais eu jusqu'à présent de crossover ou de rencontre entre des héros Marvel et des héros DC, et pour cause en plus, au-delà de l'aspect concurrentiel, il faut noter que Metropolis n'existe pas dans l'univers de Marvel, Gotham City n'existe pas dans l'univers de Marvel, donc ça pose quand même des petits soucis en termes d'écriture. Comment expliquer que Metropolis existe dans les deux mondes? Enfin voilà, toutes ces questions-là vont apparaître au grand jour dans les deux crossovers. Concernant donc des adaptations précédentes entre des héros Marvel et DC, faut savoir que c'est plutôt des pirates faits par des petits éditeurs de pays étrangers, notamment au Brésil, où ils avaient déjà tenté le coup, mais tout ça à l'insu total de Marvel et de DC Comics. Donc on n'en tiendra pas compte, ce n'est pas canon. Ça, ceci dit non plus, au départ, n'était pas censé être canon, mais bon. Hein. Alors, pourquoi ce projet? C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi réunir Spider-Man et Superman, hormis l'idée de faire beaucoup d'argent sur un comics book? Parce que le cinéma, les droits télé... beaucoup de choses se passent autour des deux maisons d'édition pendant les années 70 et il est évident que à un moment donné, on peut supposer pour des raisons toujours d'argent, hein, rappelez-vous de ces vieux films où Dracula rencontrait le monstre de Frankenstein ou le loup-garou par exemple, et où Godzilla rencontrait King Kong. On pouvait supposer qu'un jour, Spider-Man et Superman se rencontrent, mais au cinéma cette fois-ci, et bien avant le comics book. Alors, peut-être qu'il était urgent, effectivement, de faire cette rencontre. Au début des années 70, l'auteur et agent littéraire David Obst a suggéré à l'éditeur Marvel Comics, donc à Stan Lee, et à l'éditeur DC Comics, donc à l'époque Carmine Infantino, qui était le directeur éditorial,
de faire un croisement dans un long métrage entre Spider-Man et Superman. Problème, Warner Bros préparait Superman de son côté déjà, et les séries télé et les téléfilms étaient déjà en préparation concernant Spider-Man. Donc il était compliqué de pouvoir effectivement mettre en place un film où ces deux personnages se rencontraient. Donc ils ont décidé d'en faire une bande dessinée qui s'appellera Le combat du siècle. Attention, alors là, il va falloir expliquer à tout le monde pourquoi Spider-Man peut tenir tête à Superman, franchement. Mais c'est comme ça, c'était l'époque, et les scénaristes trouvent toujours des astuces à tout, croyez-moi. L'histoire commence quand Superman affronte à Metropolis un robot gigantesque, un robot évidemment télécommandé par son pire ennemi, Lex Luthor. Il va lui foutre du parpaing dans le robot, croyez-moi, il va vous le démolir comme il faut, et arrêter Lex Luthor pour le transférer dans une prison fédérale de très haute sécurité. Au même moment à New York, Spider-Man affronte le Docteur Octopus et va lui aussi arrêter Doc Ock et ses hommes pour l'envoyer dans la même prison fédérale de haute sécurité. Vous me voyez arriver ? Que se passe-t-il quand on réunit les deux pires méchants de deux univers bien distincts dans une même prison fédérale? Eh ben, ils complotent. Ils décident, Lex Luthor et le Docteur Octopus décident de se venger de Superman et de Spider-Man. Ils vont donc s'associer pour s'évader ensemble. Et évidemment, leur but est de détruire leurs deux ennemis, en sachant que, en plus, ils veulent être maîtres du monde. Voilà le début du récit de ce crossover. Parallèlement à ça, Peter Parker et Mary Jane Watson vont assister à la présentation d'un nouveau satellite, un satellite qui peut changer les conditions météo, notamment provoquer la pluie là où il ne pleut jamais, et même si ce satellite est utilisé dans des mains peu recommandables, peut devenir une arme de destruction massive. Clark Kent et Lois Lane, eux aussi, vont être présents à cette présentation. Et voilà ce qui va se passer, c'est que Lex Luthor va enlever, téléporter Lois Lane et Mary Jane Watson et faire croire à Spider-Man que c'est Superman qui les a désintégrés. Ouh! En même temps, Lex Luthor est malin. Il envoie un rayonnement rouge sur le costume de Spider-Man, un rayonnement qui affaiblit les pouvoirs de Superman. Et oui, et c'est pour cette raison que Spider-Man et Superman s'affrontent et que l'un et l'autre peuvent s'envoyer du parpaing comme il faut. Superman n'est plus aussi invulnérable face aux coups de poing du tisseur, et là ça change la donne. Seulement plus le combat perdure, plus évidemment le costume perd de sa capacité. Et de là, Superman va finir par faire comprendre à Spider-Man que, écoute, t'es bien gentil, mon petit bonhomme, mais même avec tes toiles d'araignée, tu ne m'arrêteras pas. C'est comme arrêter avec ce petit doigt un TGV en pleine vitesse. C'est pas possible. Bref, les deux larrons comprennent qu'ils ont été manipulés et décident de traquer Lex Luthor et le Docteur Octopus, qui ont pour but de prendre le contrôle du satellite pour détruire le monde, ou en tout cas le menacer pour en prendre le pouvoir. Voilà comment se passe la rencontre entre les deux héros dans ce fameux combat du siècle. Qu'est-ce qu'il en reste pour moi ? Il en reste des dessins incroyables, parce que je dois vous dire un truc, c'est que le format il aide beaucoup, très sincèrement. Il y a eu des moments quand j'ai préparé cette émission, à chaque fois je le sors pas souvent, mais à chaque fois que je le sors et que je le regarde, je me dis, il y a même des pages, et pourtant c'est des dessins pas récents, il y a même des pages qui me filent le vertige, carrément. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Ross Andru s'éclate littéralement sur ce comics book. Je pense aussi que tous ceux qui sont venus aider
aider et mettre la main à la pâte. Je pense notamment à Neil Adams et à John Romita Senior. C'est un vrai kiff de participer à cette BD, quoi. C'est incroyable, incroyable. Au-delà de Superman et Spider-Man, les deux éditeurs vont mettre en scène les personnages aussi proches des deux héros, comme Lois Lane pour Superman, Mary Jane Watson pour Spider-Man, le patron, les patrons J. Jonah Jameson pour Spider-Man et Morgan Edge pour Superman. Et concernant les méchants qui seront choisis, nous aurons droit au Dr Octopus et à Lex Luthor. Le Dr Octopus, dans les années 70, avait le vent en poupe, et étant donné que le Bouffon Vert était mort juste avant, il devenait naturellement l'ennemi numéro 1 du tisseur, donc c'était tout à fait logique. Bon, Sage Édition a décidé de traduire son nom, mais pas celui de Spider-Man, ni celui de Superman, allez savoir pourquoi. Donc, dans cet album, vous avez son nom sous le sobriquet de Dr Pieuvre. Il faut s'adapter à ça, hein, alors que Octopus me paraissait plus joli à entendre. Bon, Pieuvre, ok. Hein. Ça aurait pu être Dr Poulpe aussi, hein, ça passait, hein, crème. Hein. Si, évidemment... on est au moment précis de ce récit, dans un récit hors continuité. Il y a pourtant des clins d'œil et des références qui vont avoir lieu à certains moments, notamment et particulièrement chez Marvel, pour cette fameuse rencontre, notamment dans le What If numéro 1, donc et si, hein, pour ceux qui connaissent, et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques, ça deviendrait les 5 Fantastiques. Et si ma tante en avait, ça serait un autobus. Donc, dans la page de présentation par Où as-tu, le gardien, on voit le gardien fait bien référence à une rencontre entre Superman et Spider-Man, même si Superman, il ne cite pas son nom, pour des raisons, j'imagine, de droit, mais on reconnaît son poing avec sa manche bleue. Il précise bien que on ne sait pas dans quelle continuité a eu lieu cette rencontre. La réponse viendra beaucoup plus tard. Il faudra attendre des décennies avant d'avoir cette réponse. Et l'autre comics book qui fait référence à cette rencontre, c'est Avenger Forever 8, datant de juillet 1999. On peut voir le Dr Octopus transportant Lex Luthor hors de sa prison. Voilà, hein, c'est des clins d'œil qui sont faits à travers le temps. Et tout ça nous amène petit à petit à savoir, oui, par contre, à la question, est-ce que ça a été réédité? Évidemment que ça a été réédité. Ça a été réédité par Semic. Alors, en quelle année? Je vais vous dire ça. En 2001, précisément, dans Superman hors série numéro 5, si vous le retrouvez. Je suis pas certain qu'il l'ait édité dans le même format que celui de Sage Édition. Moi, si vous trouvez celui de Sage Édition, prenez-le. Je vous le dis, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le truc à avoir. Et puis, voilà, on est pas mal là. Et pourtant, ils vont se rencontrer une deuxième fois. Quoi? Ils se rencontrent une deuxième fois dans cet album des éditions Lug? Mais c'est pas possible. Et bien sûr que si, c'est possible. Dans Marvel Treasury, édition 28 de juillet 1981. DC et Marvel remettent le couvert. Les deux éditeurs, qui sont pourtant des concurrents, sont bien d'accord pour remettre le couvert pour une deuxième round entre Superman et Spider-Man. Mais cette fois-ci, on va introduire 2 héros. Un héros de chaque éditeur en plus, puisque 2 séries télé fonctionnent très très bien à cette époque-là. Pour ceux les plus anciens qui ont mon âge s'en souviennent, puisque l'incroyable Hulk, marche et cartonne, et Wonder Woman aussi. Donc, on va rajouter l'incroyable Hulk dans ce crossover, et on va rajouter Wonder Woman pour DC Comics. Voilà, ça promet du parpaing vert dans la tronche des héros à cap rouge. Moi, je vous le dis. Donc,
comme je vous ai dit, c'est sorti en juillet 80. Je vous avoue que je ne sais plus à quel moment est sorti, édité cet album. Vous me le mettrez dans le commentaire parce que j'ai oublié de faire la recherche. C'est comme ça, Planète, il n'est pas non plus toujours au top du top. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a John Buscema au dessin et je ne sais plus qui est le scénariste. Alors, Planète, c'est qui le scénariste? Ça me revient. Le livre a été écrit, enfin coécrit, par Jim Shooter et Marv Wolfman. Marv Wolfman, que vous connaissez, Tomb of Dracula, les New Teen Titans. Sur l'ancrage, c'est Joe Synott qui va s'y coller, mais apparemment, beaucoup d'arrière-plans vont être ancrés par énormément d'artistes. Alors, c'est assez incroyable parce que c'est vraiment une œuvre collective, celui-ci. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas rapproché, hein, qu'on le regarde un peu de plus près, pour ceux qui souhaitent le voir. C'est l'album 14, hein, j'avais raison. Hein. Donc, dans les vilains, vous pouvez voir que nous avons le Docteur Doom, alias Fatalis, le Docteur Fatalis. Chose amusante, ils ont décidé de prendre pas un ennemi de Spider-Man cette fois-ci, mais un ennemi des 4 Fantastiques, probablement parce que le Docteur Fatalis tenait plus la mesure, et que c'était aussi un moyen d'avoir un peu plus de répondants par rapport à Lex Luthor dans l'épisode, le crossover précédent. L'autre ennemi est un ennemi de Superman qu'on surnomme le Parasite. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, si vous êtes très familier du Parasite, mais il a la capacité d'absorber les pouvoirs de ses adversaires, une sorte d'homme absorbant en quelque sorte. Et ça en fait un adversaire très compliqué. Par exemple, s'il est à proximité de Superman, vous imaginez bien qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman. Hein. S'il est à côté de Spider-Man, il va avoir les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Il peut grimper au mur comme lui, il peut... Voilà. C'est mais il est présenté ici, dans ce récit, comme un homme de main du Docteur Doom ou du Docteur Fatalis. Hein, parce que on sent tout de suite que ce méchant n'a pas une intelligence machiavélique comme un Lex Luthor ou un Fatalis. Sur les artistes qui vont participer à l'ancrage, on a quand même du Terry Austin, du Klaus Johnson, du Bob Layton, du Steve Lea Loa, hein, c'est ça, du Bob McClone, Al Milgrom, Joseph Rubinstein, Walt Simonson, Brett Breding, Bob Viazek, et la couverture, alors ça doit être la couverture d'origine, a été peinte par Bob Arkin, j'imagine, et à partir d'une mise en page de John Romita Senior. Oh là là. Donc la plupart des encreurs en fait ont surtout travaillé sur des paysages arrière du comics. Le plus gros c'est quand même Joe Synott et John Buscema, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'il n'y ait pas de mal donne. Cet ouvrage-là, croyez-moi, il a l'air en meilleur état que l'autre, mais je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus fragile que le vieux coucou que vous avez derrière. C'est assez amusant. Hein. Par exemple, la reliure, je m'y fierai pas, je vous le dis. En même temps, on est en train de parler d'ouvrages qui ont 45 ans, hein, donc, et qui s'approchent tranquillement des 50 ans. Faut aussi être indulgent, hein, par rapport à ces petites merveilles. L'histoire commence à Manhattan. Spider-Man arrête des braqueurs. Ça commence comme ça. Bon, son 6e sens, ou son Spider-Sens, l'avertit d'une menace, d'un danger. Mais il n'arrive pas à l'identifier. En fait, il est pas loin de l'ambassade de Latveria, cher au Docteur Doom, Docteur Fatalis. Fatalis a un projet, il s'appelle le projet Omega. C'est un plan qu'il a en tête depuis plusieurs années. Son objectif est de réduire les carburants à l'état de rien du tout, en fait. En gros, c'est ça l'idée de base. C'est-à-dire rendre inutilisables tous les carburants de la planète. C'est un plan à la Tintin, hein. J'ai l'impression de dire d'ailleurs les aventures de Tintin au pays de l'or noir, hein. C'est un peu le même principe. Voilà. Donc, il a mis en place un système pour rendre fou l'incroyable Hulk, qui est déchaîné plus que jamais. Il défonce tout sur son passage, les voies ferrées, les trains, les transports, tout.
Et il file droit sur Metropolis. Voilà le début du plan de Fatalis qui se met en place. Superman et Spider-Man vont intervenir. Alors, au départ, Spider-Man y va sous le nom et l'identité de Peter Parker pour faire des photos et de suivre l'avancée de Hulk vers Metropolis. Superman va affronter Hulk et va vite comprendre que l'incroyable Hulk est rendu fou à cause d'un tout petit appareil qu'il a dans l'oreille. Grâce à ses super sens et à sa super vitesse, il va réussir à détruire l'appareil. Seulement, voilà, le mal est fait. L'incroyable Hulk, en tapant et en faisant bouga bouga à peu près partout, a créé une fissure. Une fissure qui arrive droit à la prison de haute sécurité de Starlab. Et dans cette prison est prisonnier le Parasite, un des ennemis de Superman, donc le fameux Parasite qui est capable d'imiter et d'absorber les pouvoirs de ses adversaires. Le plan se met en place, l'incroyable Hulk repart en toute liberté une fois qu'il est calmé par Superman. Peter Parker va tenter de se faire embaucher par le journal du Daily Planet et Clark Kent, lui, quant à lui, part à New York pour se faire embaucher par le Daily Bugle. On inverse les situations entre les deux personnages. Voilà le début de l'affaire. Parallèlement à ça, Wonder Woman de Washington DC suit la trace des plans des hommes de main de Fatalis, trace laissée volontairement par le Docteur Doom, car son objectif est de capturer Wonder Woman, ainsi de capturer l'incroyable Hulk, ce qu'il a déjà fait entre-temps, et évidemment d'attirer Superman et accessoirement Spider-Man dans un piège. Superman comprend très très vite qu'il a affaire à Fatalis, étant donné que Lex Luthor est incarcéré et prisonnier. Donc il va aller direction l'ambassade de l'Advérie. Mais voilà, Superman respecte les lois humaines et ne peut intervenir à l'intérieur de l'ambassade. Et oui, le sceau diplomatique protège Fatalis. Superman ne peut rien faire. Toujours est-il que les deux héros, Spider-Man et Superman, vont se retrouver associés pour combattre Fatalis et son plan machiavélique. En sachant quand même que cette fois-ci, Superman méprise un petit peu Spider-Man dans ce récit, c'est quand même Spider-Man qui va le sortir du caca à un moment donné grâce à sa toile, puisqu'il va réussir à lui enlever toute la kryptonite qu'il a sur lui, que Fatalis lui a envoyée. Et là, à partir de là, Superman va quand même considérer Spider-Man. Est-ce que ce récit fait référence à l'ancienne rencontre qu'on a eue dans le précédent crossover? La réponse est oui, mais très légèrement. Il y a un clin d'œil, une référence entre les deux rencontres. Mais il est toujours difficile de dire si c'est dans la continuité de ces deux récits. Par la suite, des crossovers, il y en aura d'autres, deux autres, qui arriveront. Un certain Batman contre l'incroyable Hulk, aussi publié chez Sage Éditions. Et vous aurez la rencontre des X-Men et des Teen Titans dans un album publié dans un album des X-Men des éditions Lug. C'est le moment où une pause va se faire entre les deux éditeurs, probablement pour un refroidissement et une mauvaise entente entre eux. Il faudra attendre quelques années pour que les crossovers reviennent, et notamment par la rencontre entre le Punisher et Batman. La suite, vous la connaîtrez dans le Bulder numéro 23 qui sortira dans le dernier semestre de l'année 2025. C'est tout pour aujourd'hui, mes petits amis, sur ces deux crossovers. J'espère que ça vous a donné envie de les découvrir. Pour ma part, les récits sont quand même un petit peu datés. Je garde quand même, au niveau de dessin, un vrai plaisir sur la première rencontre, le premier crossover des éditions de Sage Éditions. Sage Éditions, c'est quand même aussi une BD
comme je l'ai expliqué, qui fait du noir et blanc et de la couleur pour des raisons économiques. C'était un choix qu'ils avaient fait. Là, dans ces albums super géants, non, il n'y a pas de, c'est pas le cas. Vous aurez tout en couleur de A à Z, si vous le trouvez, hein, et à quel prix aussi, parce que aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même, hein, de trouver des vieilles éditions à des prix raisonnables. Voilà sur ces deux crossovers. Et ben maintenant, on va passer à quoi? On va passer au courrier des lecteurs, cher à Norman. Alors, le courrier des lecteurs. Alors, la dernière fois, je me suis aperçu quand même, en me revoyant même sur la vidéo, que c'était un peu compliqué de lire. Et oui, on arrive à un âge où c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de mettre mes doubles foyers quand même un petit peu, parce que ça va être plus simple pour moi, hein, de lire un peu ce fameux courrier des lecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Eh ben écoutez, nous avons un courrier d'Arnaud Coudreuse de Sainte-Suzanne. Bonne fête à toutes les Suzannes. Moi j'en connais une, donc je l'embrasse très fort, hein, et je la vois en plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit notre Arnaud? J'ai dit son nom de famille, j'aurais pas dû. Bon tant pis, hein, oups. Qu'est-ce que dit notre Arnaud? Je vous avais dit que je n'aimais pas le nouveau coloriage de vos revues. Maintenant je retire ce que j'ai dit. Premièrement parce que je m'y suis habitué et cela ne me choque plus. Ensuite et surtout parce que vous utilisez les films américains et les bulles, qui sont moins volumineuses, ne masquent plus les dessins. Maintenant parlons de Titan. Je vous remercie d'y avoir introduit les Nouveaux Mutants. Quelle merveilleuse série. Le scénario de Chris Claremont est super et les dessins de Bob McLeod sont superbes. Entre parenthèses, lui qui est si médiocre comme encreur. Petite cartouche, c'est pas bien Arnaud. Hein. En lisant cette série, je me pose beaucoup de questions, surtout en ce qui concerne les X-Men. Entre parenthèses, que sont-ils devenus? Que fait Illyana Rasputin, la sœur de Colossus, je suppose, dans la série? Quand diffuserez-vous l'album Top BD sur les Nouveaux Mutants? Vous avez dû couper en deux Dazzler, cela ne me gêne nullement. Le seul intérêt que je tire de cette série, c'est de voir Angèle et d'avoir des renseignements sur les X-Men. Je m'arrête juste 2 secondes là, juste pour dire qu'effectivement, faut quand même rappeler que dans les éditions Luxe, c'est un peu le début du bordel concernant les X-Men et les Nouveaux Mutants, puisque on nous sort la série des Nouveaux Mutants sans nous présenter l'album, ça y est, j'ai un trou de mémoire, enfin bref, voilà, hein. L'album Top BD des premières aventures des Nouveaux Mutants, le graphic novel, voilà, je cherchais le mot, le graphic novel les concernant. Donc du coup, ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. En plus de ça, on nous explique que les X-Men sont morts. C'est quand même, voilà, et on sait pas à quel... Enfin, voilà, il y a un tel décalage entre les Nouveaux Mutants et les X-Men, ce qui fait que c'est très ennuyeux. Et c'est un peu tout le bordel qu'on aura par la suite avec les albums des X-Men et leurs aventures dans Special Strange. Ça va être compliqué à suivre, de plus en plus compliqué à suivre. Voilà, c'était juste un aparté sur le sujet. On verra quelle sera la réponse des éditions Lug. Micros, des longueurs avec Psy. Par contre, au point de vue dessin, c'est bien. Star Wars, rien à redire. La deuxième trilogie étant terminée, le Marvel Comics Group va-t-il arrêter la série? Bonne question. Réponse des éditions Lug. L'album Les Nouveaux Mutants est paru en juin et nous espérons que vous vous êtes rué sur votre kiosque habituel. Les X-Men ne sont pas morts. Ah bon? Ils vont d'ailleurs bientôt revenir dans l'épisode des Nouveaux Mutants de Titan de décembre. Ouais, mais voilà, on nous apporte pas plus d'explications. Hein. Quant à Illyana Rasputin, vous en saurez davantage en lisant le futur récit complet Marvel qui la concerne. Est-ce qu'à l'époque... Eh ben, dites donc, le récit complet Marvel qui la concerne. Excusez-moi, mais il sort pas tout de suite, quoi, hein, le récit complet Marvel qui la concerne. C'est un récit complet Marvel qui va sortir plusieurs années après, quand même. Hein, je veux pas dire... Parce que là, on est sur...
sur août 84 sur le Titan numéro 67 et le récit complet Marvel qui est on va dire contemporain à ce Titan, c'est le tournoi des champions. Donc c'est curieux de dire ça quand même. Donc on nous spoil quand même qu'ils vont sortir un récit complet Marvel sur Illyana Rasputin. C'est assez étonnant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah la série Star Wars continue évidemment, voilà. Pète un coup fin. Ensuite, nous attaquons Patrick S. Oh, ça, c'est un nom alsacien, je le sens. Vous me le confirmerez dans les commentaires si vous le savez. Oberno-Men, c'est le nom de la commune. Titan est une revue formidable, mais il y a une série que je n'arrive pas à digérer. C'est Dazzler. En effet, cette série est partie d'un bon pied avec John Romita Jr. C'est alors que Frank Springer, est arrivé. Dazzler c'est créer de la lumière à partir des sons, des éclairs de lumière, des lasers, etc. Où s'arrêtera-t-elle? Se transformera-t-elle en lumière? Si c'est le cas, mieux vaut éteindre la série. Celle-là, cette vanne-là, Norman, je suis sûr que tu l'as pas vu arriver. Si c'est le cas, mieux vaut éteindre la série, bravo, ok. Star Wars est une étoile avec Tom Palmer. Passons vite à Micros. Superbe. C'est l'histoire de Titan qui me laisse le plus en suspense chaque mois. Pour cette histoire qui est magnifique, il manquerait à mon avis une famille des racines au trio Mike, Salty et Krabby. Les nouveaux mutants m'ont charmé dès la première lecture. Une question, combien de mois de retard a le courrier des lecteurs par rapport au déroulement des histoires? Les albums X-Men numéro 3 et le récit numéro 1, donc récit complet Marvel, numéro 1, Serval, sont super. On y retrouve des sentiments tels que la peur, la joie et la tristesse. C'est la première fois que j'ai vu les X-Men saigner, mais vraiment avoir mal. Pour ces albums, une phrase, continuer et persévérer. C'est pas sympa, ça? Il est certain que Dazzler n'est pas un personnage aussi structuré et crédible que les autres. Le fait de couper les histoires en deux n'arrange pas les choses, mais l'histoire étant bimestrielle, cela nous permet de conserver la formule actuelle de Titan. Nous transmettons les suggestions des lecteurs à Jean-Yves Mitton lorsqu'elles sont susceptibles, comme la vôtre, de l'aider. Dans ce numéro qui part chez le photograveur en mai, nous publierons des lettres de février. Alors, patience. Chers lecteurs, tout augmente, même Titan. Croyez bien que nous en sommes aussi désolés que vous. Donc là, c'est le Titan 67, il est à 8 francs. Nous passons au Titan 69 d'octobre 84, qui est aussi à 8 francs. Donc j'imagine que c'était le Titan 66 qui devait être moins cher pour cette annonce. Courrier des lecteurs, donc sur le Titan 69. Allons-y. Cette fois-ci, on est avec Jean-Michel Z de Toulon. Décidément, tout ce qui touche aux X-Men est bien. Je veux évidemment parler des nouveaux mutants qui sont presque aussi bien que leurs prédécesseurs. Ce n'est pas étonnant puisque c'est Chris Claremont qui les a créés. Les histoires de ces surhumains sont très prenantes et cette série est prise en main par de bons dessinateurs. Puisque nous sommes dans Titan, parlons de la Guerre des Étoiles qui était fantastique au début mais qui devient de moins en moins intéressante. David Michelini s'endort, dirait-on, et c'est bien dommage, car quand on voit les scénarios qu'il a fournis pour Iron Man et les Vengeurs, on ne doute pas qu'il pourrait faire des choses fantastiques pour les aventures de Luke Skywalker, s'il le voulait. Bien. Est-ce que la Guerre des Étoiles continue aux USA ou cette série s'est-elle arrêtée? C'est vraiment une interrogation, c'est la deuxième qu'on a là-dessus. Dazzler devient de moins en moins bien. Les aventures de cette mutante s'amélioreront-elles par la suite? Hélas non, cher ami. Hélas non, Jean-Michel. Ça va pas s'améliorer, ça va être de pire en pire. Micros est sans contester la meilleure série de Titan. Et vous voyez quand même, Micros, ça rigolait pas dans Titan. Bravo pour Jean Mitton, qui sait tenir en haleine le lecteur pendant un mois. Ces transmutants 100% français sont vraiment à la hauteur de n'importe quel surhomme américain. Bah dis donc, c'est pas mal quand même. Ensuite, on passe à Gilles G de Vénosque. Ah, alors mon petit Gilles, qu'est-ce que tu racontes?
Je suis Titan depuis le 47 et je dois dire que ce journal s'améliore de mois en mois. J'ai vu la quasi-transformation de Star Wars, l'apparition de Micros qui était pour moi jusque-là inconnu, la venue des nouveaux mutants. On a raison de dire que Titan est le journal le plus changeant. Ça, c'est assez juste. Hein. Cependant, certaines choses me chiffonnent. Star Wars, qui faisait suite au premier film, se poursuit maintenant après le deuxième. Mais est-ce que la série continuera après le retour du Jedi ? Qu'en est-il aux USA ? C'est quand même beaucoup d'interrogations quand même. Hein. Pour ne rien vous cacher, Yann Solo me manque. Alors on dit Han Solo, mais à l'époque on francisait tout. Hein. Ensuite, Dazzler, je déteste cette série. Je trouve que cette femme, dont les pouvoirs sont finalement très classiques, ne peut tenir en échec, par exemple, le Docteur Fatalis. Faut avouer que dans la série, elle se fâte quand même énormément de super vilains comme Galactus, Terrax, Fatalis, Cauchemar, l'Enchantresse, Clan, le maître du son. L'homme absorbant, c'est quand même du gros lourd, et elle est fou par terre à chaque fois, quoi. C'est un peu trop, je trouve. Quand je pense que les Vengeurs, les 4 Fantastiques en chient à chaque fois des ronds de cannelle, elle arrive et bing bam boum, c'est réglé, quoi. Il y a des limites quand même, hein, pour une chanteuse de disco. Voilà, donc j'en étais où, moi, alors que les Fantastiques ont beaucoup de mal à y arriver, tout en étant 4. Vous voyez, hein, c'est ce que je dis. De plus, les dessins sont vraiment minables. Il aurait mieux valu laisser Captain Marvel à la place. Oui, mais malheureusement, Captain Marvel est mort. Réponse des éditions Lug. Star Wars continue et Yann Solo va revenir car ses amis finiront bien par le retrouver. Eh oui, nous avons dû arrêter Captain Marvel parce que la série a été interrompue aux USA pour cause de décès. C'est pas ce qu'il dit, c'est moi qui l'ai rajouté à la fin. On passe par El Ranou de Rouen. Oh, j'ai dit son nom, parce qu'ils ont mis son prénom en L, donc je sais pas qui c'est. Bon, ça sera Ranou, on va t'appeler Ranou. Tout d'abord, bravo pour les mini-récits. Je me demandais si un éditeur allait se décider à les faire découvrir au public français. J'ai été très enthousiasmé par l'album Serval ou Miller donne le meilleur de lui-même et après par Hercule qui est tout bonnement magnifique et prouve que Bob Letton est en plus d'un bon encreur, un bon scénariste et un bon dessinateur. J'attends avec hâte le troisième mini-récit qui s'annonce fulgurant. Enfin l'album des Nouveaux Mutants. J'ai hâte d'être au mois de juin afin de me délecter de cette série qui est vraiment ex-aequo avec les X-Men pour moi. Allez-vous publier les autres limited séries ? Pourquoi ne pas publier aussi en album Top BD les différents annuals des titres que vous publiez habituellement dans Strange et compagnie ? À propos des annuals, c'est ce que vous publiez actuellement dans les albums Fantastic Four. Or, vous allez bientôt être à court. Pour rattraper le retard, pourquoi ne pas publier en album un groupe de 3 ou 4 épisodes formant un tout ? De même, je pense aux X-Men, dont les épisodes sont très liés avec les Nouveaux Mutants. Pourquoi ne pas passer spécial Strange bimestriel ? Crystar s'annonce comme une série Heroic Fantasy SF assez intéressante. Ça, c'était dans Speedé, hein, pour ceux qui se souviennent pas. Voilà. C'était dans Speedé, ça. Moi, j'étais pas très fan. Hein. J'attends les épisodes suivants pour confirmer mon impression. J'apprécie vos efforts pour faire de Speedé un journal tout à fait convenable, au même rang que Strange, Titan, Spécial Strange et Nova. Mais à quand le retour de Photonic ? Mais oui, à quand son retour ? Zut alors ! Réponse des éditions Lug. En principe, nous allons publier toutes les mini-séries. Les Futurians, on en a fait un Rétro Strange. Je vous renvoie au Rétro Strange numéro 6. Les Futurians constituent le prochain album Top BD. Vous noterez que l'album Top BD s'appelle Les Justiciers du Futur, que dans cet album, on les appelle les Justiciers du Futur, et là, les éditions Lug, dans Titan 69 d'octobre 1984, les appellent, avant la sortie de l'album Top BD, les appellent les Futurians. Elle est pas belle la vie ? Et voilà, on finit toujours par retrouver le vrai nom d'origine des groupes de super-héros. Donc les Futurians constituent le prochain album Top BD qui paraîtra le mois prochain.
Nous envisageons pas de passer Special Strange bimestriel, mais nous tâcherons de publier des épisodes des X-Men qui font un tout dans les albums X-Men. Et pour moi, ça a été la pire idée. C'est voilà, même si j'adore les albums X-Men, ça a été quand même du charcutage éditorial entre Special Strange et les albums. Donc, comment il s'appelle ce jeune homme? Donc, El Aranou de Rouen. Et ben voilà, faut pas insuffler des idées pareilles. Ben voilà un peu les réflexions de l'époque en 1984, après les Jeux Olympiques de Los Angeles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis certain que vous avez des choses à dire sur toutes les réflexions de l'époque. En tout cas, ces courriers, vous les retrouverez dans ces deux titans. Et je crois qu'à partir de maintenant, on fera ça tout le temps. Je prendrai une ou deux revues, paf, au hasard, et on regardera le courrier des lecteurs dans tous les Rétro Strange. Ça sera comme ça. Avant de terminer, je vais parler de ma lecture. Enfin, dans le dernier Rétro Strange, je vous ai parlé de Junkyard Joe d'Image Comics, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank. Ancré par Brad Anderson. Je l'ai fini, je l'ai lu, j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est vraiment bien. J'ai un point de désaccord avec le récit, c'est sur le méchant, que je trouve... les motivations du méchant me gênent un petit peu, parce que on rentre dans de la caricature, c'est-à-dire ce qui est valable dans les années 60, 70, et même avant, et même les années 80, admettons, les moins aujourd'hui, et dire que c'est une histoire de vengeance vis-à-vis de la Maison Blanche, c'est un peu lourd. D'ailleurs, on se demande pourquoi ces hommes de main le suivent dans cette vendetta ridicule. Donc en fait, en gros, très rapidement, le récit commence en pleine guerre du Vietnam. Vous suivez une section perdue dans la jungle, et ils vont intégrer un tout nouveau, un Bleu Beat, un soldat qui ne parle jamais, qui ne parle pas, et qui va les sauver d'une attaque Viet Minh. Et en fait, ils vont découvrir qu'il n'est pas vraiment humain, ce GI. C'est un robot, donc c'est Junkyard Joe, qui, sans prononcer de mots, puisqu'il ne parle pas, va aider tous ces soldats les uns après les autres, mais malheureusement, ils finiront tous par mourir, sauf un. Un qui sera envoyé, transféré dans un hôpital militaire, et qui parlera de sa rencontre avec ce robot, et où les autorités psychiatriques et militaires lui diront « Mon petit gars, oublie un peu cette idée de parler de robots, tout ça est quand même un peu... Ton histoire, elle est un peu abracadabrante quand même. » Parallèlement, on découvre que Washington DC est derrière ça, et que ce robot est un test de super soldat robotisé, à savoir s'ils vont l'utiliser dans un conflit militaire. Il s'avérera que Junkyard Joe va faire preuve d'émotion, car c'est une intelligence artificielle, et donc va disjoncter suite à la mort d'un enfant vietnamien, et couper tout contact avec les États-Unis d'Amérique, et donc avec son créateur. À partir de là, le récit rebondit, mais plusieurs décennies plus tard, où vous allez suivre le GI qui a survécu et qui est devenu un vieillard, veuf, qui vit dans une maison isolée, qui va avoir de nouveaux voisins, et qui est dessinateur et scénariste de comic strip, où il raconte les aventures de Junkyard Joe. Voilà le début du récit, et ce Junkyard Joe, le vrai, l'original, va frapper à sa porte un soir d'hiver, et là, la réalité va dépasser la fiction, parce que le GI en question, vétéran, a considéré à travers le temps que sa rencontre avec Junkyard Joe au Vietnam, tout ça était une affabulation de son esprit, au final, que tout ça il l'avait finalement inventé, qu'il avait fantasmé, Junkyard Joe. Là il a sa création devant lui, et ça va changer la donne. Ce qui se passe ensuite, je ne vous le raconte pas, parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. Je vous invite à découvrir ce récit, et évidemment à découvrir Geiger. Alors, ce Junkyard Joe m'a incité à relire Geiger, parce qu'il y a des références à Junkyard Joe. Il faut savoir que Junkyard Joe apparaît dans Geiger aussi.
dans le volume 1. Au début de l'histoire aussi, on parle de lui, mais indirectement, on parle de son créateur de bande dessinée, j'ai envie de dire de comic strip, puisqu'il meurt au début du récit, au début de ce récit-là. Là, évidemment, l'histoire se passe bien plus tard. Ça se passe suite à une guerre atomique. Geiger est un survivant, un espèce de mutant qui a des barres de refroidissement dans le dos pour éviter d'exploser comme une bombe atomique ou de renvoyer une énergie trop violente. C'est une histoire un peu de survie aussi. Je vous invite à découvrir, ceci dit, une vieille vidéo que j'ai faite qui est un bulle d'air, qui est un vieux bulle d'air, où je raconte très rapidement ce qu'est Geiger et en quoi c'est intéressant. C'est des mêmes auteurs, hein, c'est le même trio. Hein. Moi, c'est un vrai plaisir. Et là, en ce moment, j'ai relu celui-ci avec beaucoup de délectation et je vais attaquer le tome 2 de Geiger. Est-ce que je vais m'intéresser à tout l'univers de Image Comics, donc de John Joff, de Gary Frank, de tous les personnages, parce qu'il y a des frises. Alors, je sais pas si sur celui-là, on en a une, mais voilà, vous avez des frises qui disent des choses quand même sur les périodes, puisqu'il y a d'autres personnages qui existent, hein, comme... Alors évidemment, j'ai plus mes lunettes, je suis obligé de les remettre, vous moquez pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a donc? On a Redcoat devient immortel en 1776. Vous avez... alors là, je comprends pas bien ce que c'est. Norsener, bref, je connais pas. Il commence sa chasse en 1864. Vous avez The Monster. The Monster est créé en 1944. Je sais pas à quoi on fait référence, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Junkyard Joe est mis en service en 1972, donc vers la fin de la guerre du Vietnam. Vous avez Window X obtient sa vengeance en 1997. Vous avez First Ghost est filmé en 2025. Vous avez Ukno War. Donc Ukno War, c'est la guerre mystérieuse, enfin la guerre nucléaire qui débute en 2030. Et vous avez Geiger qui traverse l'Amérique en 2050. Donc le récit se passe en 2050. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout, ou quasiment tout. Eh oui, puisque j'ai dit que j'allais faire un peu de pub d'un ouvrage, et ça me fait plaisir d'en parler. Alors, c'est un ouvrage que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est obligé, ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent et qui ne connaissent pas, j'espère vous faire découvrir quelque chose. Donc, c'est édité chez Flammarion. C'est un travail réalisé par Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné. Ça me fait plaisir de les citer, puisqu'ils ont édité ce bel ouvrage qui s'appelle Nos années Strange, de 1970 à 1996. Alors, dans cette collection, il en existe plusieurs autres. Je les connais pas tous, parce que moi, j'ai pris que celui-là, celui qui m'intéressait, étant donné qu'on va parler, évidemment, de toutes les revues de journaux, et pas que des éditions Lug, je vous le dis tout de suite. On est vraiment sur un timing lié aux super-héros. Donc, on commence par les super-héros Marvel, pas que, d'ailleurs, je dis une bêtise, puisque je vois qu'il y a du Harody Artima d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'on parle de l'arrivée des super-héros en France, au début, et donc chez Harody Artima, chez Sage Édition, et puis les éditions Lug, hein, avec ceci, les articles sont plutôt bien faits, et c'est vraiment un bonheur, c'est un bonbon, voilà, moi j'appelle ça un bonbon, ça me fait plaisir. Merci d'avoir fait ce travail, je le dis, j'ai vu que c'était dédicacé par, la préface était dédicacée par Alexandre Astier. Voilà, alors là on attaque plus le journal des super-héros, hein, Strange, vous voyez, je vous fais voir assez rapidement. Des belles couvertures. Il en existe d'autres, mais je sais même plus de quoi il s'agit. Alors ça doit être, je sais pas si c'est pas les années Récréa 2 ou ce genre de truc. Ou des visiteurs du mercredi, ou je sais plus. En tout cas, c'est vrai que ça s'adresse un peu plus à notre génération. Là, on a un super dessin de Captain Marvel par Jean-Yves Mitton, que vous pouvez voir ici. Vous voyez. Et puis, ça parle de tout ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fameux transfert du t-shirt de Strange pour le Strange numéro 100. Voilà, avec le petit bonhomme là. J'avais oublié les spéciales vacances Strange. Je crois que je les ai tous récupérés, mais ils sont dans des cartons là-haut. C'est vrai que si je les ressors, ça vaut le coup de faire un rétro Strange sur le sujet. Hein, et de voir ce que j'ai répondu aux mots fléchés. Hein. Norman ne rigole pas. C'est amusant. Là, je vois sur la tranche. Je sais pas si vous voyez sur l'écran. Donc, ça doit être sur celui-là. Si vous pouvez voir, il y a des taches rouges sur la tranche de ces Strange ou Titans. Je sais, ça doit être des Strange, hein, j'imagine. Et c'est du surplus, ça. C'est enfin des invendus, pardon. C'est des invendus et qui ont été tachés de rouge et qu'on pouvait avoir très souvent dans des pochettes, dans des, je cherche le nom, dans des stations-service, entre autres. Et puis voilà quoi. Alors, j'ai essayé de passer un peu les choses parce que là voilà, on a du Sage Édition là par exemple. Paf, Sage Édition à fond. On en a parlé. Aujourd'hui, vous avez tout un passage pour Sage Édition, les Batman de Sage Édition, la collection Pop Magazine. C'est vrai que des éditeurs, on en avait pas mal, parce qu'entre Sage Édition, les éditions Lug, Harody Artima, vous aviez Mon Journal, qui publiait aussi, vous aviez, que j'oublie personne, le journal PIF, hein, le journal de Mickey, vous avez Télé Junior, qui publiait aussi des revues pour la jeunesse, et puis le journal de Tintin, c'est vrai qu'il y avait Spirou, Pilote, c'est vrai que ça a été une période très prolifique pour les journaux d'époque. Là, on est sur du Harody Artima. Je vous passe ça. Hein. En fait, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Non, parce que c'est ça qui est rigolo. Tac, 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 tac. C'est fou, ça. Télé Junior. Mais il y a même Télé Junior dedans. C'est un vrai bonheur, ce truc. C'est toutes les séries télé des années 70. Et les super-héros de l'époque, l'homme de l'Atlantide, l'homme invisible, l'homme qui valait 3 milliards, ça y est, je m'emballe. Ça, Spider-Man, hein, et les 4 Fantastiques, ça, la série animée des années 60, les 4 Fantastiques étaient dans Croque Vacances, souvenez-vous. Et puis, les super-héros, ou les héros d'Hanna Barbera, alors, j'ai essayé de vous les nommer tous. Alors, il y a le fantôme, il y a Maïtor qui est juste là. Samson et Goliath, j'adorais quand j'étais gamin. Tarzan, Thundar the Barbarian ou Harrock le Barbare, Jeanne de la Jungle. C'est génialissime, quoi. C'est génialissime. Zorro, je vois Zorro. Il y a aussi Flash Gordon, le fantôme du Bengale, les séries télé Marvel et DC avec l'incroyable Hulk et Wonder Woman. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, il doit y avoir... Alors, on va jusque même au plus loin, hein, parce que je vois qu'il y a des tas de choses. Il y a même Doc Savage. Tout ce qui est sorti au cinéma comme Doc Savage, la créature du marais, c'est pas des réussites. Captain America et l'incroyable Hulk. Moi, j'avais été voir Hulk revient au cinéma avec mes parents. Donc c'est, je sais pas s'il y a l'affiche là. Non, on doit pas la voir. Pas très grave, mais j'avais été voir ça. Je m'étais ennuyé. Le monstre, on le voyait quasiment pas pendant tout le film. C'était une horreur. Une horreur. Et puis, les jeux... oh là là, les objets. Les objets, c'est... Voilà. Là, j'ai retrouvé quand même des choses. Le Spider-Man en Migo, je l'avais, celui-là. Hein. Je peux vous le dire. Il y avait d'autres choses que j'avais, je crois. C'est vrai qu'on avait... on avait ça aussi. C'est fou, quoi. Il est trop mignon avec son t-shirt de Spider-Man. Je sais pas, alors ça, je suis très curieux. Hein. Si jamais je croise un jour Sébastien Carletti ou Jean-Marc Lenné, j'aimerais bien savoir où vous avez eu toutes les photos de ces gamins avec
avec le t-shirt de Spider-Man ou avec un Strange, parce qu'ils ont mis, ça c'est génial, ils ont mis plein de photos des photos personnelles finalement. Alors je sais pas si c'est les leurs ou s'ils les ont trouvées à droite à gauche, mais j'adore quoi. C'est génial ici. Ah oui, c'est ça. Là, je l'avais, ça, la voiture. Vous voyez, la voiture, la Batmobile, je l'avais. J'avais Superman Migo et qu'on a derrière là, mais qui est une version plus récente. Et le Batman en gris Migo. C'est fou, quoi. Je suis comme un dingue. Et les masques, et les 4 fantastiques en Migo que j'ai cherché, et l'incroyable Hulk par Migo. Enfin bref, voilà, je vous fais voir ça vite fait. Bref, on va arrêter là parce que c'est beaucoup. Je félicite les 2 auteurs pour ce joli bijou. C'est toujours un plaisir de le refeuilleter. Ça me renvoie dans mon enfance. C'est génial. C'est ce qu'on demande. Et puis sur ce, je fais tout tomber. Voilà, c'est l'émotion. Je suis tout ému. Et sur ce, j'ai envie de vous dire un truc. Partagez, commentez. Le petit pouce, la petite cloche. Puis on se revoit très très vite bientôt, peut-être dans un bref de comics qui concerne un groupe de super-héros un peu particulier. Mais ça, je vous laisse la surprise. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous mettez le pouce, et je vous embrasse tous, et je vous dis, n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous! Thank you.